La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative spécialisée. C'est une cour nationale gardienne du droit d'asile. C'est une tradition historique. La France a été en pointe dans le domaine de l'asile depuis la Convention de Genève de 1951 qui a consacré la protection des demandeurs d'asile. Nous avons donc un contentieux unique. Il s'agit pour la Cour de statuer sur les refus qui sont opposés aux demandeurs d'asile qui demandent le statut de réfugié. Les demandeurs d'asile ne sont pas entendus avant l'audience par un rapporteur, mais les pièces de leur dossier sont examinées avec attention par les rapporteurs, qui sont au nombre de 80 à la Cour. Pratiquement 85% des demandeurs qui se voient opposer un refus déposent un recours. Il leur suffit de déposer une requête dans un délai d'1 mois. Ce requérant ne sera jamais reconduit à la frontière aussi longtemps que la Cour n'aura pas statué. Il a donc un droit au séjour qui est provisoire et il ne peut pas être reconduit à la frontière pendant cette période. C'est toujours très difficile quand on est étranger, qu'on a un problème de langue, de venir dans une cour pour être interrogé, questionné par des formations de jugement. C'est une juridiction qui a aussi des singularités dans sa composition. Les juges sont soit des magistrats de l'ordre administratif, soit des magistrats de l'ordre judiciaire. Nous avons une originalité qui est pratiquement unique au monde pour une juridiction de l'asile. Donc, affaire numéro 11. C'est le fait que l'un des deux assesseurs nommés par le haut-commissaire aux réfugiés, et le plus souvent qui a vécu dans un certain nombre de pays, qui connaît la situation géopolitique et qui apporte son expérience. J'ai pas cru comprendre qu'elle était étudiante. Le demandeur d'asile est le plus souvent accompagné par son avocat. L'oralité a beaucoup d'importance puisque la formation de jugement va être amenée à interroger le demandeur d'asile et l'intéressé doit répondre aux questions qui lui seront posées avec l'aide bien évidemment d'un interprète. Nous sommes en capacité de traduire 120 langues, dont une dizaine de langues très rares. La culture à la Cour nationale du droit d'asile est une culture de l'écoute. Nous sommes très attentifs à ce que les demandeurs d'asile puissent se faire entendre, mais bien évidemment, tous n'obtiendront pas satisfaction. À la fin de l'audience, la formation de jugement va se retrouver seule pour un délibéré qui a lieu immédiatement. La Cour nationale du droit d'asile, ce sont 80 magistrats permanents ou vacataires et 220 agents. Chaque année, nous jugeons environ 24 000 affaires. Nous sommes d'abord des juges et nous ne pouvons accorder le statut de réfugié qu'à ceux qui répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention de Genève.
Les cours administratives d'appel ont pour mission de procéder au contrôle des jugements qui sont rendus par les tribunaux administratifs et qui sont contestés devant elles par les requérants qui sont insatisfaits de la solution qui a été rendue par le juge de première instance. C'est l'idée que même le juge le plus qualifié peut se tromper. La procédure est à peu près la même devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel. La cour administrative d'appel va commencer par faire venir le dossier de première instance pour alimenter le dossier d'appel. La cour administrative d'appel contrôle à la fois que le premier juge a bien jugé et éventuellement elle se penche à nouveau sur les faits, ce qui ne sera pas le cas du juge de cassation. L'avocat est obligatoire devant les cours administratives d'appel. Mesdames, Messieurs, la Cour. Bien, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir, mesdames, messieurs, je vous prie. Monsieur le greffier, voulez-vous appeler la première affaire? J'appelle l'affaire numéro 1 inscrite au rôle. L'avantage, c'est que, en règle générale, son argumentation est beaucoup plus pertinente. Monsieur le rapporteur public, vous avez la parole pour prononcer. Donc, l'assistance d'un avocat est une garantie supplémentaire de succès devant le juge administratif. Maître, avez-vous des observations complémentaires à présenter? En cour administrative d'appel, on a plus de recul par rapport aux faits. Les arguments ont pu évoluer, les parties ont pu affiner leurs arguments. Bien sûr, on ne fait pas abstraction du premier procès. Il fait partie du dossier, il est même le centre du dossier. L'affaire est mise en délibéré. Lorsque l'audience est achevée, l'affaire est mise en délibéré. C'est le moment où l'on va déterminer la solution du litige. La formation de jugement adopte une solution et prévoit une lecture de l'arrêt, c'est-à-dire une officialisation de la solution arrêtée. Cette lecture étant elle-même suivie d'une notification dans les jours qui suivent. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Nîmes a demandé l'annulation du permis de construire. Si le tribunal administratif de Lille valide ce recours, alors tout le monde devra repasser les examens. Les antennes relais empoisonnent les villes. Plusieurs municipalités ont déjà engagé des actions en justice. En refusant de permettre l'obtention de ces permis pour les terrains qu'il estime non conformes au projet initial, le député maire a fait l'objet d'une procédure devant le juge administratif. La demi-finale de Coupe de France de basketball entre Roanne et Nancy sera bien disputée sur le parquet de Roanne. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure le tribunal administratif. La justice administrative tranche les litiges entre des particuliers ou des personnes morales et l'administration, mais elle peut être aussi amenée à régler des litiges entre différentes administrations, l'État et un département par exemple. Le citoyen, a priori, ne se trouve pas dans une situation toujours facile face à l'administration. Mais justement, cela fait partie du rôle du juge administratif lorsque c'est nécessaire de rétablir l'équilibre. C'est le moyen le plus efficace de s'assurer que les administrations respectent et le cadre législatif et le cadre réglementaire qui leur est imposé. Nos dossiers contiennent des tranches de vie. Nos dossiers, ce sont des permis de construire, ce sont des inondations, ce sont des histoires d'impôts, ce sont des histoires de la vie de tous les jours qui ont des répercussions extrêmement concrètes et nous sommes au contact de la vie de tous les jours. C'est toute la vie des citoyens dans leur relation avec l'administration. La règle de droit, nous l'appliquons. La règle de droit, c'est une règle de vie en société.
Nous prenons des décisions qui peuvent avoir un très fort impact sur la vie de nos concitoyens ou sur la vie des entreprises. C'est la même justice pour tout le monde, qu'il s'agisse d'un simple particulier, d'une très grosse entreprise ou d'une administration ou d'une association. La justice administrative, ce sont 42 tribunaux administratifs implantés en métropole et en outre-mer, 8 cours administratives d'appel, la Cour nationale du droit d'asile et le Conseil d'État. Ce qui fait plus de 1000 magistrats et 2200 agents. Le Conseil d'État a un rôle d'abord de juge de cassation, c'est-à-dire qu'il est appelé à contrôler les décisions qui sont rendues par les cours administratives d'appel. Et il peut également être un juge d'appel des décisions qui sont rendues par les tribunaux administratifs. Et il peut aussi être un juge de premier ressort. Il existe également un certain nombre de juridictions administratives spécialisées, comme la Cour nationale du droit d'asile et des juridictions disciplinaires des ordres professionnels. Les gens hésitent de moins en moins à saisir le juge en général et le juge administratif en particulier. La justice administrative est un peu victime de son succès. La tendance est à un doublement du nombre de requêtes devant les tribunaux tous les 10 ans. Au total, le juge administratif est saisi de près de 240 000 affaires par an. C'est un progrès que les gens puissent accéder plus facilement aux juridictions. C'est un des éléments caractéristiques d'une démocratie que de pouvoir accéder aux juges et contester les décisions qui sont prises par l'administration, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Il ne faut pas croire que la justice administrative est une justice de pur dossier, parce que derrière des actes, il y a des hommes et surtout les conséquences des actes ont des incidences humaines considérables. Notre cœur de métier, ça n'est pas uniquement le droit, à mon sens, c'est l'humain. Certaines de nos décisions sont effectivement extrêmement lourdes de conséquences pour l'administration. Pour autant, cela ne nous empêche pas d'annuler les décisions. L'indépendance du juge, c'est le fait que le juge ne reçoive de consignes de personne et qu'il ne prenne sa décision que au regard de la loi, du respect du droit. Le juge administratif est totalement indépendant. Du reste, on entend rarement parler de l'indépendance du juge administratif parce qu'elle n'est jamais mise en cause. Le tribunal administratif est juge de première instance du contentieux administratif. Il reçoit à ce titre l'ensemble des requêtes des usagers et des administrations locales. L'administration a des prérogatives extrêmement étendues dans les domaines les plus divers et respecter l'état de droit, c'est permettre aux citoyens de pouvoir contester l'irrégularité de telle ou telle mesure qui a été prise par une autorité publique. En principe, sur toutes les décisions administratives qui sont notifiées à un citoyen, figurent ce qu'on appelle les voies et délais de recours. N'importe quel citoyen peut introduire son recours par une simple lettre, sans formalisme. Une seule règle très importante, c'est qu'il faut attaquer une décision. C'est une formalité qui est gratuite. Pour certains litiges, la personne doit avoir un avocat, mais pour de nombreux litiges, il y a une dispense d'avocat. Dans certains cas, on peut obtenir ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle lorsqu'on a des ressources qui ne sont pas suffisantes et qui permettent de subvenir directement par l'État aux frais et honoraires d'avocat. La requête est enregistrée au tribunal. Le travail du greffe, c'est de vérifier que ces conditions de forme soient bien respectées. Elle est immédiatement adressée à l'administration qui est attaquée. Charge à cette administration de répondre et va donc s'engager un jeu d'aller-retour, de ping-pong pourrait-on dire. La procédure devant un tribunal administratif est d'abord une procédure essentiellement écrite, qui va se passer par des échanges de mémoire. Le magistrat qui, dès le départ, prend en charge l'affaire est le rapporteur. Le rapporteur va préparer le dossier, proposer une solution. Ensuite, l'affaire est inscrite au rôle d'une audience. Les séances d'instruction se passent en général 15 jours avant l'audience. C'est une séance qui prépare l'audience. Le rapporteur qui a vu le dossier va présenter
à ses collègues qui vont juger avec lui les données de l'affaire et qui va également donner son avis. Le public s'installe d'abord, ensuite le greffier d'audience annonce l'entrée du tribunal, donc le tribunal entre. Bienvenue, prendre place, asseyez-vous, l'audience est ouverte. Au moment où l'audience se tient, les magistrats ont une connaissance extrêmement pointue et précise du dossier. Leurs dossiers ont été lus, annotés, examinés de manière extrêmement approfondie par rapport à la jurisprudence existante, par rapport à l'état du droit national, voire européen. J'appelle l'affaire numéro 11 du rôle. Dossier numéro 0. Le greffier appelle l'affaire et le président va donner la parole au rapporteur. Monsieur Uri, vous avez la parole pour votre rapport. Qui va présenter l'objet de la demande du requérant et faire mention des différents mémoires qui ont été échangés par les parties au cours de la procédure, et ensuite au rapporteur public. Pour cette affaire, monsieur le rapporteur public, nous écoutons avec attention vos conclusions. Merci, monsieur le président. Qui va présenter, en toute indépendance, un avis personnel qu'on dénomme conclusion, mais qui n'est en fait qu'une opinion personnelle sur la solution qu'il convient de donner au litige. Une fois que le rapporteur public a achevé ses conclusions, la parole est donnée aux parties. L'audience est avant tout pour permettre aux parties et à leurs avocats de présenter leurs observations et de plaider. Ils peuvent intégrer dans leur argumentation une réponse à l'analyse qui a été donnée par le rapporteur public. Le fait d'entendre rappeler ces faits, mettre en avant les conséquences de la décision prise par l'administration, ça n'est jamais indifférent à la formation de jugement. Et parfois, dans certaines affaires, ça peut changer le sens de la décision. L'affaire est mise en délibéré, lecture le 12 novembre. Ensuite, le président annonce que l'affaire est mise en délibéré. Le délibéré, c'est le moment qui suit immédiatement l'audience et qui réunit l'ensemble des magistrats qui ont siégé au cours de cette audience, à l'exception du rapporteur public. Comme il a exprimé son opinion publiquement, il ne peut pas ensuite participer à la prise de décision. C'est l'ultime examen de l'affaire au sein de la collégiale. Pour le requérant, c'est la garantie de voir son affaire examinée, sous-pesée par 3 personnes. Après débat, une solution va être adoptée et un projet de jugement est élaboré et sera ensuite notifié aux parties. Le greffier signe sur le jugement la formule exécutoire qui permet de mandater le préfet ou autre autorité de l'exécution de la décision de la juridiction. Il existe une procédure qu'on appelle de référé pour les situations qui exigent une décision particulièrement rapide du juge. Le référé est une procédure d'urgence qui est confiée à un juge unique. Il permet aux parties de solliciter du juge des mesures quand effectivement la situation est telle qu'il faut que le juge se prononce très très rapidement. Certains recours sont jugés dans les 48 heures ou les 72 heures. Le référé est une procédure extrêmement vivante, orale, parce que l'oralité va avoir une place très importante.